Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode sans filtre et sans script. Aujourd'hui sans filet. J'étais en train de vérifier si ce marais là en dessous était un marais normal ou un mouchi géant. Mais heureusement, c'est un marais normal. Nous sommes sauvés. Ah mais peut-être que vous savez pas ce que c'est que des mouchis. Ne vous inquiétez pas, vous allez en savoir plus dans quelques instants. Allez, suivez-moi. Alors, nous sommes arrivés ici dans un endroit que je vous montrerai après. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un manga qui s'intitule Mushishi. Voilà. Donc Mushishi qui a été écrit entre 1999 et 2008 par Yuki Urushibara. Alors je vais vous parler un petit peu de cet auteur. Donc c'est une mangaka qui est née en 1974 dans la préfecture de Yamaguchi. C'est une préfecture au sud-ouest de l'île principale du Japon, le Honshu. Et elle a grandi dans une zone rurale, dans une zone rurale de cette préfecture de Yamaguchi, avec des endroits qui ressemblaient un peu à celui où on est aujourd'hui. Là, je vous ai conduit pour faire cette vidéo, on est un peu sorti de mon salon, et je vous ai conduit dans un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Vallon Saint-Martin, mais les habitants du coin, dont je fais plus ou moins partie, l'appellent le Vallon Druidique. Alors ici, on est dans une grotte qui s'appelle l'abri de la Jeannette. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour du propriétaire, si on peut dire. Donc ça s'appelle l'abri de la Jeannette, c'est une grotte où avait été enfermée apparemment la fille d'un noble local qui avait refusé un mariage arrangé, donc son père l'avait enfermée ici, et du coup elle a vécu en ermite dans cette grotte. On va faire un petit room tour. Alors ça c'est vite réglé, hein. Là. Hop, on va regarder un peu cette grotte. Je vais essayer de pas m'assommer. Hop, hop. Alors on voit que les autochtones, enfin des gens ont laissé des cairns. Voilà, c'est bon. Les gens ont laissé des cairns. Alors c'est pas trop traditionnel le cairn hein, dans les Vosges. Et alors globalement les gardes forestiers déconseillent de faire ce genre de truc parce que souvent ça abîme les sentiers. Mais voilà, je suis pas là pour vous faire la morale non plus. Je suis là pour vous parler donc de ce manga. J'en ai trimballé plusieurs dans mon sac, alors on va en profiter. Donc Mushishi, de quoi ça parle? Ça parle de ce personnage, Ginko, qui est un mushishi, un chasseur ou un maître des mushis. Que sont les mushis? Alors les mushis, en japonais classique et normal, c'est un mot qui désigne les insectes ou qui désigne les petites bestioles. Par exemple, même les têtards peuvent rentrer dans la catégorie mushi. Mais dans Mushishi, rien de tel. En fait, les mushis, alors il le décrit justement dans ce tome numéro 1, c'est pour ça que je l'ai sorti, dans le tout premier épisode, voilà, qui s'intitule La place verte. Donc, Ginko va rencontrer un jeune garçon qui, lorsqu'il dessine avec sa main gauche, donne vie à ses dessins. Cela n'est pas lié au mushi, mais le jeune homme est lié au mushi par sa famille et Ginko va en profiter pour lui expliquer ce que sont les mushis. Donc, il lui explique, en fait, en utilisant le corps humain. Je vous montre la page. Voilà. On peut regarder un petit peu le style hein, de Madame Urushibara, donc qui a un style assez épuré. Elle utilise très peu de trames, beaucoup de blanc. Alors les paysages sont quelquefois extrêmement détaillés, quelquefois il n'y en a pas du tout. Il y a des pages complètes où il n'y a pratiquement pas de paroles. C'est vraiment un manga méditatif et qui pousse à l'introversion. C'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment bien de le présenter ici au Vallon Druidique. Donc les mushis, il explique en montrant sa main, en disant voilà, si cette main représente l'arbre de vie, en fait, ceci représente les animaux, ceci les végétaux, l'être humain est là, on descend, ici vont être les micro-organismes, plus on descend, plus les formes de vie sont simples, et ici se trouvent les mushis. Et donc il explique qu'en fait ce sont des êtres qui sont très proches
de la base même de la vie, et qui sont, ils les appellent également les choses vertes. Alors les Mushi dans les histoires, en fait, qu'est-ce que ça raconte Mushishi? Ça raconte toutes les histoires de Ginkgo contre, contre ou pour les Mushi. En fait, il est appelé par des villageois qui ont des problèmes avec les Mushi. Alors, lui, par rapport aux autres Mushishi, il n'essaye pas systématiquement de tuer ces créatures. Non, il essaye d'apprendre aux gens à vivre avec eux. Euh, il a une certaine affection pour les Mushi, ce qui fait qu'il a mauvaise réputation parmi ses collègues. Voilà. Et en fait, il y a 10 tomes, et dans ces 10 tomes, en fait, ce sont des épisodes que vous pouvez lire de façon disjointe. Il n'y a pas vraiment un fil rouge, il y a très peu de personnages récurrents. Bon, et alors maintenant qu'on est dans notre abri de la Jeannette, là, euh, en fait, je vais profiter de vous faire un tour du vallon et en même temps de vous parler de certains épisodes de Mushishi et certains, voilà, certains aspects des Mushi. Donc, moi, en fait, cette histoire de cette jeune fille qui a été enfermée là, ça m'a fait penser à un épisode qui est dans le 2e tome, donc qui s'intitule La mère du pinceau. En fait, dans cette histoire-là, on voit une famille de Mushi, la famille Karibusa, qui ont trouvé une façon d'enfermer des Mushi extrêmement dangereux il y a plusieurs générations. Mais malheureusement, en fait, ces Mushi ont été enfermés dans le corps d'une de leurs ancêtres et du coup, ça ressurgit de génération en génération. Et là, Ginkgo va à la rencontre de cette jeune femme qui a toute une jambe qui est remplie de Mushi. En fait, sa façon à elle de pouvoir s'en libérer, la façon traditionnelle dans sa famille, c'est d'écouter des récits de Mushishi, de les écrire avec une encre spéciale et ça fait sortir les Mushi de son corps progressivement. Mais en attendant, elle pense qu'elle ne sera jamais libérée de toute sa vie. Et en attendant, elle est un petit peu prisonnière, comme comme notre Jeannette a dû être prisonnière dans cette grotte-là. En attendant, regardez, c'est quand même beau. Voilà. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, je vais laisser l'abri de la Jeannette parce que moi, j'ai pas vraiment envie de devenir ermite. Hein. Bon bah, ça a l'air rigolo comme ça, mais je suis pas sûre que ça me plairait comme profession. Donc, moi, je vais laisser cet endroit-là derrière moi et je vais continuer un petit peu ma route et on va continuer à explorer ce vallon druidique et en même temps l'œuvre de Madame Urushibara. Voilà, à tout de suite. On continue un petit peu notre tour et là on est arrivé dans une clairière dans laquelle on trouve des statues comme celle-ci. Je cache pour YouTube. Non, je vais vous expliquer un peu parce que c'est tout à fait en lien avec notre thématique. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mushishi, c'est donc un manga qui intellectuellement, on va dire, ou spirituellement, se situe dans un univers qui est celui du Shinto. Alors, ce n'est jamais dit explicitement, mais tout le manga est absolument imprégné de cette religion. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Shinto, c'est la religion primitive traditionnelle du Japon. Donc, c'est une religion de la nature et des ancêtres. Donc, c'est pour ça que je trouvais que le vallon druidique c'était assez, ça collait bien avec Mushishi, même si on est dans une autre ère civilisationnelle, mais on est dans une ère civilisationnelle qui a le même intérêt pour la nature en fait. Donc ici, dans cet endroit-là, on a des sculptures comme celle-là. Moi, je vous montre. Hein, hop, une clairière. Voilà, la luminosité n'est pas encore extrêmement choucarde. Là, on est quand même qu'au mois de février. Il fait très bon, mais c'est un petit peu exceptionnel. Et donc, en fait, ces statues, alors il y a celle-là, il y en a quelques autres, ce ne sont pas du tout des statues anciennes. Hein. Ce sont des statues qui ont été faites à partir de 2006 par une association. Mais en fait, celle-ci a une histoire particulière. Alors, je vous la remonte. Hop.
très fugacement, hein, parce qu'attention, c'est une déesse de fertilité et en fait, une fois que nous nous promenions ici, il nous arrivait la même chose un peu qu'à Ginkgo qui se promène comme ça dans la forêt japonaise et puis qui tombe sur toutes sortes de personnages plus ou moins extraordinaires. On est tombé sur le président de l'association de sculpture et qui nous a expliqué que cette œuvre-là était l'œuvre d'un artiste qui à l'époque n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa compagne. Et selon ce que nous a dit ce monsieur, suite à la réalisation de cette œuvre, ben, ça a marché. Et ce qui est assez touchant, c'est que régulièrement, il y a des gens qui viennent déposer des fruits en offrande à cette espèce de déesse de fécondité qui, bien qu'elle ait été réalisée par un artiste moderne, touche en fait des personnes qui ont, euh, qui ont cette espèce de sensibilité animiste qui reste quand même malgré tout euh, au fond de beaucoup de personnes. Donc j'espère que je ne vais pas vous choquer en disant ça, parce que là on est vraiment dans un lieu où tout se mélange. Vous voyez, c'est le vallon druidique qui qui s'appelle maintenant vallon de Saint-Martin, où on a des restes anciens, une chapelle qu'on va voir tout à l'heure. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui s'intéresse à toutes sortes de choses et voilà, là, j'espère que bon bah je pense que vous aussi, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne et de se dire que qu'il y a des personnes à des moments qui peuvent se tourner vers des solutions extrêmement traditionnelles parce qu'ils sont dans un tournant de leur vie. Je trouve que ça n'est pas non plus totalement dépourvu de sens. Voilà. Euh, donc voilà, je vais vous laisser pendant quelques minutes parce que maintenant on va grimper. Alors on va grimper cette. Là, on est vraiment dans un endroit qui ressemble aux forêts que Ginkgo va traverser. Et là, on va vraiment monter. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est pas si facile que ça. Hein. Vous me suivez toujours? Il y a des familles, il y a des petits enfants. C'est rigolo, des gamins qui courent. Moi, j'aime encore bien voir ça. Voilà. On va monter, hop, on va monter ici. On va aller à la découverte d'un endroit que ben, beaucoup de gens qui viennent se promener ici ne connaissent pas. Et puis, il n'est pas si facile d'accès. Alors voilà, vous connaîtrez un coin que certains Vosgiens ne voient pas, tout simplement. À tout de suite. Avant d'arriver à l'Aigle, j'ai décidé de vous montrer un petit peu la nature là ici, avec les sources qu'on a, avec ces petites cascades là. On est à la fin de l'hiver, donc il y a beaucoup d'eau. Voilà, parce que l'eau aussi c'est un élément extrêmement important dans Mushishi. Hein, les Mushi en fait sont liés globalement aux quatre éléments traditionnels: la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais on trouve vraiment beaucoup de Mushi liés à l'eau, à la mer, à la brume et également aux sources comme ici. Alors ces Mushi sont quelquefois bénéfiques, quelquefois maléfiques, quelquefois neutres. En tout cas, en réalité, même ils n'ont jamais d'intention par rapport aux humains. Ils existent, tout simplement. Ils sont en contact avec nous. Leur vie croise les nôtres et ces collisions ont des conséquences pour les uns et pour les autres. Mais il n'y a la vision du Mushi n'est jamais une vision manichéenne. C'est voilà, ils sont considérés comme des forces naturelles. Voilà. Donc, hop, on va pas filmer les petits enfants. Voilà, là, on voit un peu là, hop, les mousses. Voilà, là c'est des niamushi. Arrivé, on a dû grimper, descendre. Et c'est toute une aventure, mais là on se trouve près de cet aigle en pierre. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous approcher un peu. Suivez-moi. Poup, 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 poup. Non, ça ne va pas ma façon de filmer. Attendez, on recommence. Là, voilà, voilà. Donc cet aigle-là, par contre, je n'ai jamais trouvé d'explication satisfaisante sur lui. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a fait. Je ne sais pas si c'est la même association de sculpteurs. Franchement, je n'en ai aucune idée.
et mes recherches n'ont rien donné, donc si jamais il y a des Vosgiens qui regardent cette vidéo, ben dites-moi dans les commentaires. Alors pourquoi est-ce que je suis venue vous le montrer? Parce que dans Mushishi, il y a une forme de mouchis qui sont récurrents. Ce sont en fait les gardiens. Dans les montagnes ou les collines comme celle où nous sommes ici nous sommes dans une zone, une petite région géographique qui s'appelle la Vosges, V-O accent circonflexe G-E. Ce sont en fait les derniers soubresauts des montagnes des Vosges là qui se terminent peu à peu, qui s'achèvent en petites collines, voilà, assez charmantes. Bon, et ça ressemble vraiment aux collines et aux petites montagnes qu'on voit dans Mushishi. Et en fait, chacune de ces collines dans Mushishi est protégée par un gardien. La plupart du temps, c'est un animal. Donc, par exemple, une tortue, on a un sanglier, on a une carpe géante, et qui sont en fait des animaux qui vont garder la forêt, qui vont en même temps permettre aux saisons d'avoir lieu. Il y a un épisode où par exemple le gardien n'a pas réveillé la forêt et du coup la forêt est restée en hiver. Ce sont les gardiens qui vont aussi réguler le flux de Mushi, et ils sont liés à ce qu'on appelle les veines de lumière qui passent sous la terre. Il y a comme une sorte de... Je vous parlais de l'eau tout à l'heure. Et dans Mushishi, il y a ce qu'on appelle donc des veines de lumière qui sont des rivières souterraines faites de Mushi et qui sont en fait comme un miroir de la Voie lactée. Là, c'est pareil, on est encore dans les très anciennes traditions animistes, hein, avec bon, non, ça se rapproche de la tradition hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, il faut pas sous-estimer cette Madame Urushibara, à mon avis. Hein. C'est quelqu'un qui est très réfléchi et qui est d'une culture générale assez étendue. Et donc là, par exemple, dans le tome 10, il se passe un événement extraordinaire. C'est que c'est un humain qui est choisi comme gardien. C'est une petite fille qui est choisie comme gardienne de la montagne. Et vous remarquerez, voilà, en fait, ce sont des êtres qu'on reconnaît parce que quand ils naissent, ils sont couverts de végétaux. Donc on voit, voilà, on voit son enfance, on voit que dès qu'elle était petite, en fait, hop, elle a des plantes qui lui poussent sur la tête. Et vous voyez, notre aigle, il a des plantes qui lui poussent sur la tête. Alors, ce ne sont pas les mêmes, hein. Bon, il y a des plantes qui sont pareilles. Là, vous voyez, on a nos chères petites fougères, mais alors on a notre bruyère, nos mousses. Mais ce qu'on a ici surtout, là elles sont un petit peu déplumées, on va pas trop les reconnaître, mais là on a nos fameuses myrtilles. Là notre aigle, là il est recouvert de mousse, il est recouvert de sphène, il est recouvert de myrtilles. Donc c'est un excellent gardien pour une montagne vosgienne. Voilà. Bien écoutez, là, j'espère que la luminosité va pas trop baisser parce que je vais vous emmener encore dans 2 endroits, peut-être 3. On va voir ça, on va voir comment le soleil va en décider. Voilà. Alors on va redescendre, nous on va transpirer puis on va souffler, et vous restez tranquille dans votre canapé à regarder tranquillement. À tout de suite. Alors on est arrivé à la chapelle Saint-Martin. Donc on a tout un site ici dont je vais vous faire un petit tour. Donc là, c'est une chapelle qui a été construite en 1958, elle n'a rien de particulier, sauf qu'en fait, ici, on est sur un lieu où il y a eu des chapelles depuis très longtemps, depuis Saint-Colomban. Donc vous n'aurez qu'à chercher qui était ce monsieur. Donc c'était des disciples de Saint-Colomban apparemment qui avaient érigé une chapelle ici, et elle a apparemment depuis longtemps été consacrée à Saint-Martin, mais il n'y a pas eu de Saint-Martin qui se soit trimballé ici. En fait, c'est intéressant parce qu'avant, des personnes disent que c'était un lieu celtique, de culte celtique, dédié au dieu, alors je ne sais pas comment on le prononce, mais je pense que personne ne le sait non plus, Soukelos, donc qui est un dieu de la vie et de la mort, un dieu qui se promène avec un marteau à 2 coups, l'un qui vous tue et l'autre qui vous réveille lorsque vous êtes dans le monde des morts, si j'ai bien compris. C'est aussi un dieu de la forêt, mais bon, pour les Gaulois, c'est un peu normal.
et un dieu qui protège les troupeaux. Un peu plus loin, on a une fontaine qui s'appelle la fontaine Le Bœuf. Apparemment, ça serait parce que ça serait lié à ce dieu en particulier. Cette fontaine a aussi sur elle les emblèmes de Saint-Nicolas, parce que du coup, on est en Lorraine, donc on a notre petit Saint-Nicolas d'amour auquel nous tenons tant. Voilà, il ne faut pas nous l'enlever. Et alors, quel est le lien avec Mouchichi? Là, il est vraiment très ténu, mais simplement, voilà, c'était pour rappeler qu'il y a un point commun entre cette culture shinto et notre culture traditionnelle, en fait, où on va avoir des lieux comme ça, en pleine nature, qui sont des lieux qui ont été dédiés au sacré, quelle que soit la forme qu'ait pris le sacré en question. Et maintenant, on va aller faire un petit tour dans la grotte et on va retourner à nos épisodes de Mushishi. À tout de suite. Alors, nous voilà devant la grotte. Je vous la montrerai un peu plus en détail. C'est une grotte tout à fait mystérieuse, on ne sait pas à quoi elle sert. Alors, attendez, je vais vous faire un petit tour de cette grotte mystérieuse. Venez avec moi. Vous avez pas trop peur? Ça va? Vous êtes courageux? Oh, grotte mystérieuse, oui, bon, ben là, la luminosité est vraiment horrible. On voit vraiment plus rien du tout. Je suis dans la grotte mystérieuse. Bon. Donc dans une grotte où ici c'est pareil. Alors là, bon, j'aurais dû venir. Alors pourquoi on n'est pas venu le matin? Parce que c'est encore la saison de la chasse en fait. Donc du coup, tant qu'il peut y avoir des chasseurs, on n'a pas envie de venir le matin, ça craint un peu. Voilà. Mais c'est une grotte dont on ne sait. Il y a une porte. Elle a été partiellement explorée, mais on ne sait pas du tout à quoi elle servait. Il y a plusieurs hypothèses. Donc, on a pensé que c'était pour une mine, mais en fait, il y a très peu de métaux résiduels. Ou alors, soit ils ont tout raclé, hein, mais ça serait très étonnant. On a pensé que c'était peut-être une glacière, donc pour conserver des aliments pendant la saison chaude, mais en fait, personne ne sait. Et alors, dans Mouchichi, on en a des cavernes, par contre. Puis d'ailleurs, là, vous voyez, on a des cavernes parce qu'on est dans les Vosges, en fait. C'était un habitat de mes ancêtres. Ici, on est sur l'ancien territoire des Celtes qui s'appelaient des Leucs. Vous savez sans doute qu'il y avait des diverses tribus gauloises. Et donc, dans l'endroit où nous sommes ici, c'était le territoire Leuc, donc de mes propres ancêtres, sauf ceux qui étaient italiens et espagnols parce qu'ils pouvaient pas tout avoir, les pauvres. Bref. Donc, ici, on a une caverne mystérieuse et dans Mouchichi, on en a plusieurs. Alors, on en a on a une histoire où ça raconte la façon dont on peut communiquer à travers d'étranges cavernes, d'étranges cavités tissées par des mouchis. Mais là, je vais vous parler d'un épisode donc qu'on trouve dans le tome numéro 7, voilà, qui est très joli, je trouve, la couverture est très belle, qui s'intitule La Voix des broussailles, et on voit comment en fait certaines personnes qui appartiennent à la famille de Mouchi, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, la famille Caliboussin, quelquefois il y a un des leurs qui n'est pas capable de voir les mouchis. Donc, il l'envoie dans une caverne comme celle-ci, qui est l'entrée de la Voix des broussailles. Il y abandonne jusqu'à ce qu'il soit en but à ces étranges créatures. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas ça au fond de cette caverne-là. J'espère que non, vraiment. Mais voilà, on voit l'intérieur de la grotte. Paradoxalement, vous voyez mieux l'intérieur de la grotte. Hop, voyez. J'espère qu'on n'a pas ça vraiment dans nos Vosges. Hein. Ça me fait peur maintenant. Non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. J'ai déjà été ici, même à la nuit tombée en plein hiver. Il m'est jamais rien arrivé d'affreux. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on voit depuis là où je suis. Hop. Là, vous voyez. On voit la chapelle. Hop. Voilà, c'est un endroit que je trouve particulièrement sympathique. Et puis, tant que je vous tiens, je vais vous emmener jusqu'à une petite mare. Et vous venez avec moi. Vous allez être moins fatigué que moi hein, à la fin. Ne vous plaignez pas trop, s'il vous plaît. Mon caméraman a fichu le camp. Regardez-moi ça. J'ai dit que t'avais fichu le camp. Les gens, ils vont tous le savoir.
Oui, parce que pour une fois, je me suis pas filmée toute seule, il y avait mon mari pour tenir le téléphone. Il s'est plaint que des fois, je l'ai récupéré, mais du coup, on l'a vu, tout ça. Comme ça, vous saurez tout. Et comme je sais pas faire de montage, ben voilà. Alors, on traverse. Alors, ce petit ruisseau, là, il s'appelle le Madon. Vous voyez, on a sa source qui n'est pas très loin. D'ailleurs, on est ici dans la zone de la source du Madon. Donc, c'est la petite rivière qui passe dans ma petite bourgade et qui va se jeter dans la Moselle à un moment. Donc ici, on a une petite mare. On a une petite mare sympathique et qui me permet de vous parler d'un autre épisode de Mouchichi. Alors comme je n'ai plus mon caméraman, je dois me débrouiller pour gérer tout. Ah là là, ça va se payer quand on va être à la maison. Donc dans le tome numéro 3, où on voit en fait la jeunesse de Ginkgo, notre fameux Mushishi, et on le voit à un moment donné qui est perdu dans la montagne à côté de cette mare qui est remplie de mushi extrêmement mystérieux. Alors la petite mare qu'on a ici, elle n'est pas remplie de mushi mystérieux, mais elle est remplie quand même. Alors à cette heure-ci, ils hibernent encore, mais c'est un lieu où on trouve des batraciens, on trouve des grenouilles et puis surtout on trouve des salamandres. On trouve des tritons et des salamandres ici. Alors j'ai cherché avant de venir. Les tritons ou les salamandres ne rentreraient pas dans la catégorie mushi en japonais moderne, mais par contre, on peut trouver cette acception-là dans des usages patoisants. Donc ma foi, vous avez ici une petite mare de mushi. Voilà, on a presque fini notre tour maintenant, en espérant que le soleil ne va pas nous abandonner. Je vais vous emmener jusqu'à un endroit qui s'appelle le Cuveau des Fées. Là, vous voyez, on a presque une belle lumière encore. Voilà. Allez, et ben moi, il me reste encore à grimper. Là, vous voyez, hop, à grimper, à courir un peu, à franchir 2 ou 3 petits ruisseaux. Et puis, je vous rejoins au Cuveau des Fées. À tout de suite. Bien voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre périple. Mais en fait, je viens d'utiliser le terme périple d'une façon tout à fait impropre, parce que normalement, cela désigne uniquement un voyage fait par voie d'eau. Vous vous rendez compte? Donc là, nous sommes ici dans un endroit, pareil, encore mystérieux, qui s'appelle le Cuveau des Fées. Donc ce Cuveau des Fées, hop, j'ai mis mes petits exemplaires de Mushishi par-dessus. Vous voyez, ça leur a fait plaisir de sortir un peu. Donc ce Cuveau des Fées, là, il est là dans la forêt depuis un grand moment et en fait, personne ne sait vraiment ce qu'il est et à quoi il a pu servir. Alors on a eu des gens qui ont dit que c'était un vestige celtique d'une pierre à sacrifice, ce qui personnellement ne me plaît pas du tout. Mais des archéologues plus contemporains disent qu'en fait non, pas du tout. Il s'agissait simplement d'une pierre qui a été taillée ici, parce qu'il y a beaucoup de carrières dans la forêt en fait, et qui devait servir peut-être pour faire des fonds baptismaux, on ne sait pas, mais qui avait un défaut de structure et donc qui a été abandonné là. Enfin, peu importe. Pour les habitants, en fait, il n'y a rien de ça, ni pierre à sacrifice, ni rien. Il s'agit d'un cuveau dans lequel les fées venaient faire leur lessive. Et je trouvais que pour parler de ce manga Mushishi, donc qui, j'espère vous avoir fait bien sentir à quel point c'était un manga qui mettait en avant tous ces phénomènes naturels et le fait, la façon dont les êtres humains vivent avec ces phénomènes naturels, parfois bien, parfois mal, mais essaye toujours de s'en tirer, quoi. Et là, nous avons nos Mushi d'un côté, nos fées de l'autre. Bon, nous, dans notre famille, on dit juste que c'est un bol de soupe géant, mais c'est peut-être parce qu'on est un peu exagérément pragmatique, hein. Mais en tout cas, voilà, mettre en parallèle ce vallon druidique avec les traditions shinto, qui se ressemblent probablement
plus qu'on ne pourrait le croire. Et puis du coup, ces mushi, ces créatures mystérieuses, donc qui sont une invention de l'auteur, hein, ça ne fait pas du tout partie du folklore japonais. Par contre, soyons bien clairs, dans les mangas, elle fait toujours de petits apartés où elle raconte des histoires liées à son enfance et liées au folklore japonais par contre. Mais les mushi, c'est vraiment quelque chose inspiré par le folklore japonais, mais qui n'en est pas directement issu. D'accord? Donc voilà, là, de mettre ces créatures-là avec nos petites fées là de notre petit vallon Saint-Martin, je trouvais que c'était une façon sympathique de finir. Je vais juste vous montrer là, parce que c'est beau. Le ciel, voilà, nos arbres, la lune, la lumière du soleil qui est en train de se coucher, et puis ma foi, moi qui vais retrouver ma maison. On va rentrer même si le jour est en train de tomber tout doucement, mais on connaît très bien le chemin, on va pas se perdre. Les sangliers nous feront aucun mal. Sinon, non, on les mangera pas, n'importe quoi. Non, non, les sangliers nous feront aucun mal. Et puis écoutez, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. C'était un petit peu acrobatique. J'espère que je vais réussir à faire quand même un petit peu de montage. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien et vous n'aurez pas cet épisode. Et ça m'étonnerait. Je vais m'accrocher jusqu'à réussir à faire quelque chose. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si c'est pour m'encourager. Si c'est pour dire des trucs méchants, ne dites rien. Non, faites comme vous voulez en fait. Et puis, oh allez, je vais dire comme les youtubeurs, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Non, faites ce que vous voulez, vous êtes grands. Vous êtes grands, on est un petit peu, on se passe un petit peu de ce genre de commentaires-là, même si c'est un rituel sympathique. Allez, en attendant, je vais rentrer chez moi et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sans script, sans filtre et peut-être avec des oiseaux. Au revoir.